Aujourd'hui, je vais vous présenter GoLogic, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'est créé notre histoire, notre structure, les défis et un peu, où on en est aujourd'hui. Ok, ok. Donc, en 5 parties, on va se présenter rapidement, peut-être plus en détail de ce qu'on fait chez GoLogic avec Marie-Laurence, notre histoire, GoLogic depuis le début, la structure en ce moment, comment on est structuré managériellement, euh, les différentes réussites, puis surtout les défis qu'on a subis, qu'on subit, puis qu'on va subir, et les enseignements tirés de tout ça. Euh, on- qu'est-ce qu'on peut en retenir un peu, puis nous, à l'intérieur de nous, comment on s'est structuré par rapport aux enseignements tirés au fur et à mesure des années. Donc, ben moi, qui suis-je rapidement là? Moi, je viens du monde des TI. J'ai développé une expertise en amélioration des processus de livraison, donc vraiment de développement logiciel. On a intégré une technique en fait qui s'appelle le DevOps. C'est une culture qui permet de rapprocher les gens qui font du développement avec les gens d'exploitation. Donc c'est un peu synonyme au monde manufacturier dans une usine. Vous voyez le développement logiciel comme une usine, ben, on associe les ingénieurs avec les gens qui exploitent l'usine donc au niveau logiciel. On me décrit souvent comme un intégrateur de collaborateurs. On me dit souvent que je suis diplomate, que j'allie les gens. Bref, c'est pour ça que j'aime le DevOps, c'est qu'il y a différentes personnalités, puis le but, c'est de les faire travailler ensemble, main dans la main, pour arriver, dans le fond, à livrer de la valeur plus que se concentrer sur leur propre expertise. Euh, Mon parcours rapidement, ben moi je viens de Reims, en Champagne-Ardenne, donc dans le nord-est de la France. J'ai un diplôme universitaire. Ensuite, je suis parti à Paris pour une start-up dont je vous ai parlé en voix sur IP. Donc la voix sur IP, c'est vraiment, ben, aujourd'hui on Zoom, c'est grâce à, à la voix sur IP qu'on peut faire du Zoom. Et puis en 2008, ben, je suis parti au Canada, à Québec, enfin au Québec, à Montréal plus précisément. J'ai été lead développeur pour une PME en ressources humaines quand je suis arrivé ici. Après ça, je suis parti travailler dans les télécommunications pour me rappeler mon ancienne vie de Paris en voix sur IP, donc un des gros joueurs au Canada, Vidéotron. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser à l'automatisation, donc vraiment le DevOps. Puis j'ai rencontré 4 associés, et puis on a créé GoLogic dans le fond en 2014. Puis ben, en 2023, aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants, mais je suis aussi parent de 50 employés. Fait que, ça fait 2 familles, mais que j'essaye de rassembler le plus possible. Voilà pour ma part, mais vas-y, Marie-Laurence, présente-toi. Donc, rebonjour. Pour faire suite un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai d'abord commencé mes études en psychologie. Mine de rien, je ne sais pas pour la France, mais ici au Québec, c'est souvent un parcours, j'ai envie de dire atypique, mais typique en même temps. À savoir, on commence en psychologie, puis vient un moment où on bifurque si on ne veut pas nécessairement poursuivre dans cette voie, aller au doctorat, etc. Donc, on se retrouve généralement en ressources humaines, de par notre intérêt envers l'être humain, souvent aussi la facilité à créer des liens de confiance. Donc, j'ai commencé en psycho, j'ai travaillé un peu en santé mentale pour me rendre compte que finalement, c'était peut-être pas nécessairement pour moi le niveau clinique, bien que la recherche, c'est toujours intéressant. Donc, j'ai décidé de faire une maîtrise en ressources humaines à la place où je me suis spécialisée en justice organisationnelle. Mais dans les faits, en ce moment, j'occupe un rôle plus de généraliste chez GoLogic. Donc, j'ai commencé en acquisition de talent. Vous comprendrez un peu après notre histoire que Benjamin va vous présenter pourquoi mon rôle a migré en ce moment vers un rôle plus de généraliste. Donc, je touche un peu à tout. L'idée, en fait, c'est que j'accompagne les associés dans les défis que posent en fait les ressources humaines en tant que telles, autant le développement des compétences que l'implantation d'outils. En ce moment, on est en plein là-dedans, d'élaborer des programmes, des politiques
on est à une phase de GoLogic où on a besoin de structure un petit peu plus que l'espèce de management en freestyle que peut se permettre une très petite entreprise. Donc, en ce moment, moi, j'arrive avec une panoplie de défis, mais c'est ce que j'aime le plus. Donc, au fur et à mesure de la présentation, vous allez comprendre ce qu'on traverse. Si vous avez des questions, tu posais la question, Nathalie. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous les posiez si vous en avez entre-temps, mais c'est possible que la slide d'après, on y réponde. Donc, on peut aussi attendre à la toute fin. Mais n'hésitez pas, c'est un sujet que je trouve passionnant. Super, merci. Euh, Nous, on avait peut-être un petit peu envie de vous connaître, mais plus par rapport oups, excusez-moi, plus par rapport au Québec. Puis, est-ce que vous êtes déjà venu au Québec Oui, Nathalie, Lucille, N- Josiane. Non, jamais, malheureusement. J'aimerais bien. Excellent. Puis, Non, donc pas du tout non plus. non plus, ok. Donc, Non. pas d'expérience. Puis, c'est quoi votre perception d'une entreprise québécoise? C'est quand on vous dit le Québec, ça vous sonne quoi? Alors, personnellement, j'ai pas forcément je dirais, d'image envers les entreprises québécoises. Par contre, j'ai une excellente image on va dire, des réflexions universitaires en matière de management et ressources humaines, tout autour on va dire, dans le Canada et en particulier autour d'HEC Montréal. Ah, ok, excellent. Parce que donc j'ai fait des études, alors j'ai fait une grande école de commerce, mais aussi un troisième cycle en ressources humaines et en sociologie des organisations. Et je m'inspirais énormément de ce qui était fait ou publié par HEC Montréal. Parfait. Nice. Toi, Lucille, pour toi, une entreprise québécoise? Comme Josiane, j'ai pas forcément une image nette de ce que ça peut être. Après, si on me pose la question, j'aurais tendance à répondre, bah, pour moi, c'est la même image qu'aux États-Unis. Voilà, on va dire. Et après, à voir, hein, mais quand même assez start-up et assez sur les questions de coworking, beaucoup. Enfin, voilà, un petit peu ces mouvances-là, ouais. Excellent. Par contre, quand je vois la question, avez-vous vécu une expérience professionnelle en Amérique du Nord? Non, donc non personnellement, mais j'ai mon aîné, ma fille, qui travaille, qui vit aux États-Unis et à Minneapolis en particulier. Donc, du coup, j'ai quelques informations et voilà, ça me Ça rend peut-être rapproche. un peu plus informée que d'autres. Excellent. Bah, merci. Bon, GoLogic, c'est quoi? GoLogic, dans le fond, c'est une entreprise québécoise spécialisée dans les technologies de l'information. Donc, on se concentre principalement sur le domaine du DevOps, comme j'expliquais. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises qui font du développement logiciel en essayant d'accélérer la livraison de leurs produits. Donc, vraiment des entreprises qui développent des solutions. Notre objectif à nous, c'est de les accélérer. Donc, dans le fond, on aide nos clients à fournir le plus rapidement possible des fonctionnalités à leurs utilisateurs en mettant en œuvre des choix stratégiques, des rôles, des connaissances au sein de leurs équipes de développement pour accélérer leur processus. Donc souvent, nous, notre phrase, notre dicton, c'est passer du mode silo au mode collaboratif. Donc les silos d'entreprise, vous venez du monde industriel, fait que vous en avez forcément connu. Nous, on essaie de briser les silos dans le fond en allant rencontrer les entreprises, mais vraiment spécialisées dans le monde du TI. Et souvent, cette image vaut mille mots. Dans le fond, le DevOps s'inspire du monde manufacturier, c'est-à-dire qu'on a une boucle infinie avec les intrants, la production, la livraison. Ben, nous, dans le fond, nos équipes, elles codent, elles compilent du code, puis elles déploient en production. Donc, c'est vraiment une usine logicielle au sein de toutes les grandes. En fait, aujourd'hui, toutes les entreprises sont des entreprises de TI et qui développent quelque chose. Et donc, nous, notre objectif, c'est de les accélérer au maximum.
Alors, qu'est-ce qu'on offre comme service vraiment rapide là? On fait des états des lieux, on appelle ça des bilans de santé. On va rencontrer les entreprises, puis on analyse leur façon de faire. On offre des formations puis des ateliers. Du DevOps à la demande, c'est vraiment du service conseil. Puis on a un studio de développement pour les plus petites entreprises qui ne seraient pas capables de se payer des, euh, des développeurs ou des équipes complètes de développement. Par la suite, j'ai une petite vidéo. Vous allez me dire si vous entendez bien le son. C'est une vidéo qu'on a fait il y a 3 ans, 2 ans maintenant. Je, Fait que je vais vous présenter un peu ça. Ça va vous présenter Écologique dans le fond. This is where it started, where it all begins. Following the wonder we hear. It is the wind, so let it go and let it in. Light is where the heart lives. Glowing ever bright. We walk along the water. We open up our eyes. Let it go and let it in. One road to take, one life to live. I feel the changes. I feel the changes. Let it go and let it in. One road to take, one life to live. I feel the changes. I feel the changes. Donc voilà, c'était 2 minutes juste pour vous présenter l'entreprise en vidéo. Oups, j'ai passé OK, donc notre histoire. Donc dans le fond, Gologique, on le compare souvent à un jeune adulte, là. C'est de la naissance à l'adolescence, là, vous allez voir, c'est en 2 parties. C'est comme un bébé là, qui naît puis qui évolue. En 2014, on s'est regroupé à 7 associés. On était passionnés de technologie, puis on a créé un collectif. Donc, dans le fond, notre idée au début, c'était ah, c'est super, on est 7, on fait tout, on sait bien faire les choses, donc on va se rassembler ensemble, puis on va se partager des mandats, des connaissances et tout. Puis on s'est rendu compte qu'on avait des divergences d'avis, des façons de faire, des évolutions différentes de familles aussi. Puis en 2015, on s'est retrouvé plutôt à 5 associés où on s'est concentré autour du monde du DevOps. Donc on avait les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, la même historique aussi. En 2016, on avait 3 employés. Donc là, on commence à se dire, bon, ben, on a des gens sous nous. Là. C'est comme quand on revient à la maison avec un bébé dans les mains. On dit, bon, faut qu'on s'en occupe. 2017, 5 employés, plusieurs contrats à succès. On commence à se faire, notre nom commence à être connu à Montréal, dans le paysage des PME montréalaises. Et puis 2018, dans le fond, on commence à grossir. On a 9 employés, on se structure, on consolide notre image, puis on solidifie notre expertise. Là, on devient connu, on fait plein de mandats à droite à gauche, mais à chaque fois tout seul.
Mais dans le fond, à 9 employés, on se rend compte qu'il faut commencer à se définir en tant qu'entreprise, puis établir son système managérial. C'est là qu'on arrive à un mode où 10 employés, ben, il faut se structurer puis arriver à trouver la manière dont on fonctionne. Puis la vie de jeune adulte, dans le fond, ben là, on est un peu un adolescent, là. En 2019, il faut s'épanouir, on se connaît, on sait comment on fonctionne, on sait vers quoi on veut s'en aller. Mais on n'arrive pas à concrétiser notre objectif. Fait que il a fallu enfin, il a fallu, c'est en allant chercher le département des ventes, donc quelqu'un qui représente au niveau des ventes notre service. Il a structuré notre offre pour aider les entreprises en mode stratégique. Fait que ça nous a fait prendre du recul et dire, OK, on est capable maintenant d'aller aider les entreprises à un niveau qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus stratégique. Fait que dans le fond, ça nous a permis d'avoir une image beaucoup plus solide au niveau du marché. En 2020, on est arrivé à 20 employés, mais là, en mars, bah, comme tout le monde, là, la pandémie arrive. La pandémie, ça a fait quoi? Ça a fait que tout le monde a travaillé à distance, alors qu'avant, on était tout le monde au bureau, à se discuter et tout. Des inconforts aussi. Qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'économie et tout? Donc, dans le fond, c'est de survivre dans une situation inconnue. Puis nous, on veut garder nos actifs, nos employés, puis notre structure telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc, ça a été de jongler avec les Zoom, les Teams, les Google Meet, les clients à droite, à gauche, rencontrer des clients pour vendre notre service, mais à distance. Vraiment pas évident. Mais finalement, en 2021, ben, on s'est rendu compte que cette situation-là, l'économie va bien. Elle est propice à l'innovation, surtout TI. En Amérique du Nord, ça a été la folie là, en 2021. Beaucoup d'investissements, beaucoup de compagnies voulaient développer leurs propres solutions. Et on est arrivé à embaucher une quinzaine d'employés en l'espace d'un an. C'était vraiment énorme. Mais quand on arrive à 35 employés, il faut s'équiper en ressources humaines puis en recrutement pour pouvoir recruter des gens qui ont de la valeur, correspondent à nos valeurs, puis aussi en RH, parce que là, les divergences, les familles, les différents avis de chacun, ben, on n'est pas équipé, nous, pour faire ça. Donc, ça nous prenait vraiment des gens spécialisés, puis qui connaissent vraiment ce métier-là. Donc, 35 employés, c'est quelque chose déjà. Et puis en 2022, ben là, ça a continué dans le fond. L'expansion a continué, 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 puis on est arrivé à 50 employés. Et puis là, on s'est dit, OK, non, faut se définir en tant qu'employeur. Donc, avant, c'était structurer notre offre de service, nos départements des ventes, etc. Mais là, il faut se définir en tant qu'employeur pour rassembler finalement les gens sous une même identité, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler la suite, dans le fond, pour émanciper organiquement. Et puis 2023, ben, le coup près tombe un peu. Là, la situation économique est moins, je ne sais pas si vous le vivez en Europe, là, mais la situation économique nous rattrape un peu. On est plus dans un mode récession peut-être. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, etc. Fait que là, ça nous rattrape un peu. Donc on perd des plumes. Là. On a perdu des employés. On a dû faire on a dû prendre des décisions cet été, donc perdre un peu des gens. Mais il faut se stabiliser face aux fluctuations des besoins puis élargir ses marchés. Donc, dans le fond, c'est vraiment, on a vécu 3 ans vraiment à s'étendre, à se comprendre, à s'émanciper. Mais là, on sent que c'est comme un adulte qui arrive dans son premier appartement. Ben, il faut faire la vaisselle, il faut ranger son linge, puis papa et maman sont plus là pour t'aider. Donc, on en est là aujourd'hui. Là. On est une entreprise un peu comme un jeune adulte qui arrive chez lui pour sa première expérience de travail. Alors, notre structure. Notre structure, dans le fond, on est 5 associés et on a une équipe d'administration donc les ressources humaines, recrutement, marketing, comptabilité, les ventes, puis de la gestion de projet dernièrement. Et puis, on a notre pool d'experts DevOps. Donc, les fameux 42 employés sont nos experts DevOps.
Puis c'est un peu ça la spécification de GoLogic dans le fond, c'est que nous, on est 5, on a une équipe admin qui nous aide, puis on a tout un pool de gens qui ont des expertises incroyables chacun dans leur domaine. Et c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Euh, Puis Marie-Laurence, on va se la partager, cette slide-là, pour qu'on puisse expliquer le tout. Mais dans le fond, notre structure, comme vous l'avez vu, là, les experts DevOps ont mis sur le capital humain. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on veut avoir tout le monde sur leur même force, c'est de partager la vision, les valeurs, puis les missions, puis les objectifs stratégiques de l'entreprise, donc le plus proche possible. C'est de les faire travailler ensemble. Si on les envoie tout seuls à droite à gauche sur des mandats ou des missions, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment de les faire travailler ensemble pour que les différentes expertises se complètent et qu'il y ait un système de mentorat à l'intérieur. Le profil psychométrique, dans le fond, ça, c'est vraiment super intéressant. C'est à chaque fois qu'on engage quelqu'un, on lui fait passer c'est un test avec une compagnie avec qui on fait un partenariat qui s'appelle Atmanco. Ils ont développé un processus pour évaluer le profil psychométrique d'une personne sur plusieurs aspects. Et ça, Marie-Laurence, tu peux peut-être l'expliquer rapidement comment il est structuré, ce profil-là. Oui, mais si vous avez déjà fait des cours de psychologie, généralement, dans les cours de personnalité, on apprend le fameux OSHIN, donc les 5 grands traits de personnalité. Ce test-là de Atman, il est basé sur les 5 grands traits, notamment l'ouverture à la nouveauté, extraversion, introversion. Donc, c'est vraiment des continuums où on est capable de venir voir la personne où elle se situe pour chacun des grands traits de personnalité. Puis ce que la plateforme permet de faire, c'est de pouvoir comparer en fait avec les collègues, donc au sein d'une cellule, si on travaille par projet par exemple, on peut venir comparer son profil avec ses collègues. On peut aussi voir la compatibilité avec les associés. Ce qui fait qu'en connaissant bien les employés grâce à ce test-là, on est mieux à même d'interagir avec eux. Puis, selon les situations, on sait aussi à quel des 5 associés se référer pour venir accompagner la personne parce que les associés ont aussi leur test dans la plateforme qui nous permet de savoir, voilà, si on est capable de se rapprocher sur certains points. Si on voit qu'il y en a qui sont dans les extrêmes, on ne va pas planifier nécessairement la rencontre pour parler, par exemple, d'évaluation de performance si on sait que ça va pas être une rencontre qui va porter fruit. Fait que l'idée, en fait, des tests psychométriques, c'est d'être capable d'en faire un outil managérial au quotidien pour nous aider dans les interventions quotidiennes ou même les interactions entre nous. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est exactement ça. Ensuite, une échelle salariale simple et équitable. Bah, on est passé par plein d'entreprises en tant qu'associé, puis ce qui nous a toujours énervé, c'est que c'est les échelles salariales liées au succès, aux performances. Même si parfois tu fais très bien ton travail, bah, finalement, à la fin de l'année, on te dit, bah oui, c'est bien, mais je ne peux pas t'augmenter parce que dans la totalité, c'est impossible. Bah, nous, on a essayé de briser ça, puis aussi d'arriver au fait que c'est pas parce que tu deviens gestionnaire que tu peux avoir une augmentation. Souvent en Amérique du Nord, c'est OK, tu arrives à un niveau où il faut que tu gères des personnes. Puis c'est là qu'il va falloir c'est comme ça que tu vas pouvoir te développer. Bah, c'est pas vrai en informatique. Tu peux développer une expertise tellement spécifique que tu peux augmenter ton salaire sans être obligé d'avoir à gérer des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, gérer d'autres gens, mais qui au contraire développent des expertises incroyables. Donc faut pouvoir les remercier et les faire évoluer au niveau d'une échelle salariale équitable. Donner aux employés les moyens de leurs ambitions, dans le fond, c'est vraiment de les écouter et de voir ce qu'ils ont envie. Quand on a préparé la présentation, on se disait, si tu veux amener une pierre à l'édifice, plus la pierre va être grosse, plus on va te faire de place dans l'édifice. C'est vraiment important de ça. Puis on va te laisser la place pour pouvoir développer quelque chose. Communication des OKR. Les OKR, c'est des objectifs Key Results. C'est des objectifs basés sur des indicateurs clés.
Et nous, on se fixe ça à chaque début d'année, on les révise à chaque 6 mois, puis on les partage aux gens, soit en faisant des town halls ou des nouvelles du mois ou des suivis mensuels avec tout le monde. Fait que comme ça, les gens savent quels sont les objectifs d'entreprise, quels sont les résultats clés pour y arriver. Puis chacun est conscient de ça. Puis ça le fait partager un peu les ambitions de l'entreprise. Je vais accélérer un peu. Euh, pourquoi? Pourquoi on a voulu fonder ça dans le fond? Ben, dans le fond, on croit au capital humain, puis son potentiel à faire avancer l'ensemble du groupe. Chaque membre peut amener sa pierre à l'édifice, comme je disais, s'il est en confiance puis en contrôle de l'objectif commun du groupe. Donc, dans le fond, vous voyez-le un peu comme un atome, là. On a plein d'électrons à l'intérieur, puis dès qu'on a un électron qui est capable de s'émanciper, ben, l'atome grandit et évolue au sein du groupe, dans le fond. C'est quoi notre motivation? Ben, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque personne a un potentiel incroyable, peu importe son expérience, qui sort d'études, qu'il ait 25 ans d'expérience, 30 ans, chaque personne a un potentiel et si on le développe, on est capable d'arriver à un niveau beaucoup plus élevé au niveau de la qualité. Puis nous, on mise sur la qualité dans le fond. On ne va pas être une entreprise de 200, 300, 500 personnes, on va rester une moyenne entreprise dans le fond, peut-être à 80 maximum, mais parce qu'on vise la qualité de chacun des personnes. Puis avoir accès aux décideurs constamment, ça moi, je ne l'avais pas remarqué. Puis Marie-Laurence et Lisandré qui nous a aidé à préparer m'a dit, bah oui, mais Benjamin, l'oublie pas, là, chaque personne peut venir te voir, puis savoir un peu c'est quoi la décision, qu'est-ce qu'il devrait faire, etc. Puis grâce à ça, ça peut l'aider. Nathalie, j'ai une vidéo à jouer, mais j'ai encore des slides. Je ne sais pas si niveau timing, on est bon. Vas-y, vas-y. Ok, ça dure 2 minutes là. Ça, c'est des entrevues Fast and Furious. Fast and Curious, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment des entrevues rapides, là, puis c'est assez comique. Bonjour, bah écoutez, si je suis en costume, c'est uniquement parce que j'ai un rendez-vous client juste après, voilà. Sinon, je suis un Woody comme tout le monde. Tout simplement le fait que tu peux toucher à tous les domaines de l'informatique en étant en DevOps. Tu peux vraiment partir du côté Ops, infrastructure, déploiement, etc. Comme aller dans le développement pur et allier les deux afin d'avoir vraiment une attente business qui soit à la hauteur de la vélocité de ton équipe. Le DevOps, c'est pas que du Dev, c'est pas que du Ops. Donc si tu veux vraiment devenir un DevOps, sois curieux, apprends dans tous les domaines de l'informatique. DevOps, c'est une culture d'entreprise, mais c'est aussi savoir connaître un minimum tous les domaines de l'informatique et peut-être te spécialiser après, mais surtout ne pas rester fermé dans du pur Dev, du pur Ops, du sysadmin. Regarde bien tous les domaines qui existent. L'ambiance de l'entreprise ou même la culture de l'entreprise est vraiment bien. Les gens sont là, on n'est pas un petit chiffre qui va venir dans l'entreprise, aller dans un mandat et puis on n'en parle plus. Là, on est vraiment accompagné, on a vraiment tout ce qui est certification, apprentissage, e-learning. On a vraiment tous ces petits points qui font qu'on est suivi, on a des check-up avec nos collègues, etc. et tout. On est vraiment un employé au sein d'une entreprise qui a un mandat dans une autre entreprise. Et c'est ça vraiment la différence qu'il y a avec les boîtes de consultance classiques où là, tu es vraiment un petit numéro à mes yeux. Oh, c'est difficile. Les deux, même si... Là, je compte un petit peu plus haut. Ah, bonbon, le chocolat, j'aime pas du tout, même si je suis belge. Seigneur des Anneaux, complètement. Ok. Ah, difficile. J'adore les sports d'équipe, mais j'aime bien briller par moi-même aussi. Chien. J'ai grandi dans la campagne, je vis actuellement en ville et les deux ont leur bien. Ah, je suis blanc, je vais choisir l'hiver. Oiseau de nuit, tout le temps. Gamer. Windows pour le jeu, Linux pour le reste. Ha! Jenkins. Aucun des deux. Python. Une culture. Voilà, ça nous a fait bien rire de faire ces entrevues-là. On a fait 5-6 là, puis c'était assez comique. Bon, passons aux réussites et défis.
Ensuite, je vous expliquerai les enseignements tirés. Réussite et défi, dans le fond, c'est qu'on est 5 associés à l'écoute en tout temps, puis on essaie de faire le plus possible du mentorat. On a tous des expertises différentes et ça permet à donner un mentorat à tout le monde assez intéressant. On est un collectif basé sur un modèle de confiance. Quand je dis un collectif, c'est qu'en fait, dans le fond, on essaie de rassembler tous les experts autour d'un ensemble, puis c'est ça qu'on appelle le collectif, là. Des projets dédiés compatibles avec les compétences. Dans le fond, les gens veulent se développer, donc on va essayer de trouver des projets, des mandats qui correspondent à leurs compétences puis leurs objectifs. L'écoute au changement de carrière puis d'expertise, ben là, à chaque fois qu'on rencontre les employés, ils nous disent: «Ah, j'aimerais ça me développer dans telle expertise, telle façon de faire la gestion, etc.» Fait qu'on écoute ça, puis avec Marie-Laurence, on essaie de trouver, dans le fond, avec les ventes, une manière que la personne puisse s'émanciper dans son mandat, ou peut-être de le changer de mandat en fonction du besoin. Et le rôle de l'employé n'est pas catégorisé et flexible par rapport à ses ambitions. Ben, par exemple, en début d'année, un jeune, Alexis, 28 ans, il me dit: «Benjamin, je vais arrêter le développement, je vais me lancer en tant que Scrum Master en agilité et tout.» Fait qu'on lui a donné sa chance, on a dit: «Ben, passe des certifications.» Puis là, aujourd'hui, c'est un Scrum Master et il est super content. Donc, il a quitté le monde du développement pour faire plus de gestion. Puis finalement, ça marche, ça fonctionne bien, il est super content. Puis l'employé boomerang, ça, je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie-là. Moi, je ne la connaissais pas. C'est Marie-Laurence qui m'a expliqué ça. Dans le fond, on a eu plusieurs personnes, dont Yves, que vous voyez à droite, qui nous a laissé un jour un commentaire sur un post LinkedIn qu'on a fait. Je vous le laisserai lire, là. Mais dans le fond, Yves, puis on en a eu trois ou quatre comme ça. Yves, un jour, on l'a engagé. Bon, ça faisait longtemps qu'on se tournait autour. On l'a engagé. Puis et au bout d'un moment, dans un des mandats, il s'est fait proposer un poste de gestionnaire. Puis finalement, il l'a accepté après tergiversation et tout. Fait que nous, on était bien tristes. Puis il m'a rappelé un an plus tard. En fait, il m'a texté un soir. Il dit: «Benjamin, ça me gêne de te texter, là, mais je suis en train de dépérir dans le nouvel emploi que j'ai fait, puis vous me manquez.» Fait que la personne, elle a 46 ans. C'est toujours un peu spécial de se faire texter ça un soir. Fait que là, je l'ai appelé, je dis: «Ça va, qu'est-ce qui se passe?» Non, non. Il dit: «Bah, Benjamin, je veux revenir.» Ah ouais, OK. Puis finalement, il est revenu. On a hésité, nous, parce qu'on se dit: «Mince, est-ce qu'on devrait ou pas l'engager? Est-ce qu'il va nous refaire ce coup-là plus tard?» Tu sais? Puis finalement, est-ce qu'il va se faire reproposer des choses? Ben non, aujourd'hui, c'est incroyable, là, Yves. Il fait partie de nos champions, puis nos personnes les plus en qui on a le plus confiance, dans le fond. Et puis, parcours d'évolution spécialisé. Ça, c'est nouveau là, depuis avec l'arrivée de Marie-Laurence, on essaie de développer un parcours pour que les gens puissent s'émanciper, mais rester quand même dans la spécialité de l'entreprise, avec des niveaux un peu à la gamification, là, fait que on veut essayer de tendre vers ça. Alors, les défis de mise à l'échelle. Ben, c'est sûr une structure libérée, dans le fond, avoir un collectif, ça amène le chaos. Ça veut pas c'est sûr que c'est le bazar, là. Les gens ne savent pas vraiment forcément où est-ce qu'ils s'en vont. Il faut tout le temps concentrer les gens. Si jamais il y a je vous parlais d'atomes, si jamais il y a un électron qui fait du bruit, puis qui vibre de par ses besoins, de par ses besoins de communication, ben, ça va faire vibrer le groupe au complet. Fait que c'est vraiment spécial, faut vraiment faire attention à ça. Et puis, il faut en prendre soin dans le fond. Fait que est-ce que c'est un électron qui ne fit pas avec le groupe ou est-ce que c'est un électron à qui il faut faire confiance, puis il faut lui donner de l'amour pour qu'après ça, le groupe puisse se restabiliser? C'est pas évident. Toujours être en train de s'organiser par la gestion puis l'administration, ben là, Marie-Laurence, puis en est témoin, c'est cool d'être 5 associés, mais on ne sait jamais ce qu'ils veulent. Puis il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre qui va dire autre chose. Puis les communications, surtout en remote, c'est vraiment le bazar. Donc c'est très complexe à vivre. La personne doit être à l'aise de naviguer dans les zones grises puis être autonome. Ben oui, des fois, ça arrive là, que oui, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ou que c'est quoi mon prochain mandat? Ben, je ne le sais pas. On est en train d'y réfléchir, de revoir. Surtout en ce moment, avec les récessions, c'est encore plus difficile. Il faut vraiment être précis dans nos marchés. Puis, focuser sur la communication puis la communauté. Si on ne fait pas des suivis récurrents, des suivis réguliers,
avec les gens, si on leur communique pas, au bout d'un moment, au bout d'un mois, bah, ils commencent à plus trop savoir. Puis là, les bruits de couloir, «Oh, est-ce qu'on s'en va cet été? Qu'est-ce qu'on va faire?» et cetera. Fait que c'est pas évident. Je sais pas si, Marie-Laure, si tu veux rajouter des choses sur cette slide-là. Ben, j'ajouterais par rapport à la communication, on s'est aperçu en fait de l'importance de communiquer autant les OKR, donc les objectifs stratégiques, de revenir aussi sur qu'est-ce qui s'était passé dans les corps précédents pour les garder informés et par le fait même motivés. Donc, on a tenu notre premier town hall devant toute l'entreprise où là, on a vraiment comme étalé la planification stratégique euh, qu'on avait planifié, puis où on avait fait un retour sur l'année précédente en montrant de façon transparente les chiffres, les métriques RH, parler aussi du taux de roulement, comment va l'équipe, le climat de travail, etc. Puis ça a été vraiment bien reçu, on a eu des bons commentaires, puis on va tenir le prochain dans les semaines à venir. Donc, je dirais qu'une des solutions qu'on a trouvées à ce chaos-là que Benjamin nomme, c'est vraiment la communication puis la transparence. C'est comme ça qu'on a réussi à garder les employés informés, motivés et curieux aussi. Il y en a qui veulent s'impliquer parce qu'on a communiqué les projets qui s'en viennent. Donc, en suscitant cette curiosité-là, cet intérêt, ben là, on est capable de les ramener dans des projets qui autrement, peut-être que cet employé-là aurait voilà, perdu de la motivation. Surtout quand tu es entre deux mandats, des fois, c'est pas trop clair. Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à la mission de l'entreprise? Donc, je dirais que sur cette slide-là, les deux mots à retenir, c'est vraiment communication et transparence. Mhm, mhm, tout à fait. Enseignement tiré. Bah, une accélération brise le groupe, ça c'est clair. Le passage de 30 employés à 50 employés de 2021 à 2022, il y a plein de gens qui me disent, Benjamin, il y a des gens qui arrivent, là, je ne sais même plus ce qu'ils font, c'est qui, vous ne nous les avez pas présentés. En fait, encore une fois, l'atome grossissait un peu trop vite par rapport à à la vitesse à laquelle on était capable de communiquer. Les 5 associés doivent rester soudés puis ne pas diverger sur leur position. Dans le fond, c'est ça, c'est que nous, on est comme un couple à 5, là. Et il faut absolument qu'on soit tous d'accord. Des fois, il y en a qui sont plus occupés que d'autres, mais veut pas, il faut quand même se concentrer sur notre ligne directrice et ne jamais diverger. La mise en avant des ambassadeurs attire les recruteurs, ça c'est un piège. Il faut faire très attention à LinkedIn. Du fait qu'on mise sur le capital humain, on les met en avant sur les réseaux sociaux pour des présentations, pour des enseignements, pour expliquer leurs expertises, puis mettre en avant aussi la marque employeur de l'entreprise. Finalement, les recruteurs en arrière, ils arrivent, puis ils nous les prennent, dans le fond. Donc, on monte des gens en capacité, en qualité, puis les grandes entreprises, les industries qui ont plus de potentiel vont venir les chercher rapidement. Puis ça, il faut faire vraiment, dans le fond, attention. C'est triste, là, mais c'est la réalité. Les personnalités doivent se rapprocher pour conserver une synergie qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est plus que vrai. Si on a des gens qui ne se ressemblent pas forcément en termes psychométriques, là, mais plus en termes de, de, de de compétences, d'expertise, de capital humain, il faut que ça se ressemble. S'il y a une personne qui sort du groupe, ça va créer un effet négatif. Puis partager les résultats de l'entreprise, ça on l'a dit là, de manière positive ou négative, c'est vraiment important. Puis ce qu'on a retenu cet été, c'est que oui, on a subi des pertes, mais en expliquant les aspects négatifs de ça, en fait, les gens en ont ressorti quelque chose de positif en disant non, mais là, on va se serrer les coudes, on va y aller ensemble, puis vous en faites pas, ça va marcher. Puis ça a motivé certaines personnes, alors que d'autres étaient déprimés, ils ont réussi à garder un esprit d'équipe. Donc c'est un peu les enseignements qu'on veut suivre là. Puis pour finir, je pense, Nathalie, on est correct dans les temps, là, mais tu vas me dire si je peux jouer la vidéo. C'est un autre Fast and Curious qui est bien marrant, d'un employé qui nous fait toujours rire. Mais le but, dans le fond, nous, c'est quoi? C'est de continuer de s'entourer de passionnés de technologie. On veut bâtir une entreprise basée sur le capital humain.
est réputé par sa qualité de son expertise et non pas une firme de consultants, comme on dit ici au Québec, un body shop euh, où tu rentres et tu sors. Non, non, c'est pas notre objectif. Fait que tu me diras, Nathalie, si j'ai eu le Tu temps de peux jouer la lancer. vidéo. Ça fait 2 minutes 2 minutes, aussi? ouais. Oui, vas-y. Salut, je suis plus dans la Coupe du Monde. Donc, moi, je travaille sur un projet pour un client dans le secteur immobilier. Je fais partie de l'équipe back-end qui, à l'essence, on fait des microservices Java. Et on fait un peu de front-end dernièrement parce que le projet roule bien et l'équipe s'entend bien. On s'occupe du monitoring et on participe à la conception des fonctionnalités que les clients nous exigent. Pour que je puisse passer une bonne journée, c'est très spécifique. C'est sûr que si le Real Madrid joue pendant la journée et qu'il gagne, ça me donne un petit boost. C'est sûr aussi que livrer un gros morceau d'un module ou tout simplement compléter quelque chose d'assez complexe, ça fait en sorte que ma journée se passe bien. Mais je vous mentirai pas, c'est vraiment à l'essence le Real Madrid qui va dicter mon humeur dans la journée. Chez GoLogic, c'est comme un party dans un temple des sagesses. C'est du monde très fort techniquement, une équipe multidisciplinaire. Laval, c'est sûr, Laval. Meilleur projet de condo, le monde sont plus sympathiques, pas de trafic, du parking. Tu veux quoi d'autre? Open space, open space. Pizza hawaïenne. Aussitôt que tu peux mettre des ananas dans quelque chose, je suis un fan de cette chose-là, fait que pizza à 100%. Aucun des deux. Aucun des deux. Ils sont pas dans mon équipe dans le pool. Fait que moi, je vais répondre Matthew Tkachuk puis Jonathan Huberdeau. En fait, je vais répondre Jonathan Huberdeau. Meilleur produit qui est sorti de Saint-Jérôme. Rendu à mon âge, soirée Netflix. Windows pour les utilisateurs réguliers, pour avoir moins de mal de tête possible. Backend sans hésiter. Angular sans hésiter. Je suis dans la minorité. Angular sans hésiter. Kafka sans hésiter. Kafka, c'est la techno, guys. Come on. Spring Boot. Hey, c'était cool. Ça, c'était super. Hey, ça, c'était nice. Ça, c'était nice. Donc voilà. Ah, mais je pense qu'il y a une petite un blooper à la fin. Je décrirais l'ambiance chez GoLogic comme un party dans un temple. OK, on prend une pause. On prend une pause. Quand le joueur rate 4 shots de suite, là. Et voilà, ça fait le tour de notre présentation de GoLogic. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter, cette expérience. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et ben, c'est le moment de vous poser vos questions. Ou partager peut-être vos réactions, vos surprises. Marie-Laurence, est-ce que j'ai oublié des choses? Déjà. A priori, non, on va le savoir avec les questions ou les réactions. On pourra bonifier au besoin. Alors, Lucille, je ne sais pas pourquoi. Ah, on t'entendait pas. Oui, j'ai un micro qui est un peu défectueux, je crois, donc il ne faut pas hésiter à me le dire. Merci pour cette présentation. Et en fait, je n'ai pas juste réussi à saisir, donc vous n'avez pas de manager dans votre Non. organisation. Voilà, c'est ça. Et du coup, les personnes qui s'occupent justement de recruter, trouver des nouvelles personnes pour vous rejoindre, comment c'est organisé? C'est peut-être ça que j'ai pas réussi à comprendre. Bah oui. Tu veux y aller, Marie-Laurence?
Oui, on a peut-être une structure qui diffère ou un processus qui diffère des autres entreprises de par notre modèle d'affaires comme on fait du service conseil, mais je vais quand même un peu vous expliquer comment s'opère le tout. Donc, à la base, le besoin va venir des ventes principalement, à moins qu'on essaie de croître organiquement, c'est-à-dire d'aller chercher plus d'employés pour amener de l'eau au moulin. Mais avec la pandémie, comme Benjamin a dit, puis en ce moment la récession, on s'appuie vraiment au niveau des ventes. Donc, le besoin que je reçois, moi, vient de Philippe, qui est notre directeur de compte. C'est lui qui parle directement avec le client. Donc, tout ce qui est la description de poste, les compétences recherchées, donc tout dresser le profil clé avec l'échelle salariale. Nous, on fonctionne avec des taux horaires, généralement, comme on facture aux clients. Donc, c'est lui qui va nous ramener l'information. Et à ce moment-là, moi, c'est avec ça que je pars pour aller faire du recrutement. Puis après ça, on rentre dans qu'est-ce qui est plus typique. Donc, un affichage de poste. La seule chose, c'est que je dois anonymiser le client quand on publie sur LinkedIn, sur notre site carrière, etc. Puis après ça, ben, on recueille les CV. Pour ce qui est du processus à l'interne, ben, on fait la même chose. Donc, la personne que je choisirais pour un mandat X va quand même passer par l'appel de préqualification, va quand même faire nos tests de sélection, va rencontrer à un moment ou un autre un des 5 associés. Ce que je fais, en fait, c'est que j'invite l'associé qui a l'expertise associée au profil de la personne. Donc, si jamais c'est un profil de développeur, je vais pas demander, par exemple, à Benjamin de m'accompagner sur l'entrevue. Je vais vraiment me tourner vers, disons, André ou Haïdar, comme vous avez vu dans la présentation, qui sont à l'essence même des développeurs. Donc, même si eux ne seront pas les gestionnaires de cette personne-là, a priori, ils vont quand même être impliqués dans la sélection. Puis si jamais on embauche la personne à l'interne, elle va quand même avoir eu des contacts avec les gens. Puis une fois à l'intérieur, on attribue quand même à un certain degré une personne de référence. Si par exemple tu dois demander des vacances, ben, tu vas quand même avoir ta personne à qui poser ta question. Mais dans les faits, tous les associés sont impliqués d'une façon ou d'une autre avec les ressources. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup. Super. De rien. Et j'en profite, je rebondis. Donc, là, vous utilisez le terme mandat. Mandat, c'est pour représenter quoi comme type, comme entité organisationnelle? C'est une fiche de poste, c'est un poste donné, c'est un rôle ou des rôles? Qu'est-ce Un que ça veut dire mandat, chez vous? ouais, un mandat en France, c'est mince. Dans les entreprises de consultation, ouais, j'ai plus le nom en tête, mais c'est vraiment dans le fond, une entreprise a besoin de remplir, a besoin d'un service, d'une expertise, puis il va nous décrire un peu son département, les expertises voulues, l'objectif en termes de valeur à amener à l'entreprise, puis nous, ben, on va lui présenter une ou plusieurs personnes. Souvent, on y va en mode projet, c'est-à-dire on arrive avec deux, trois personnes, puis pour résoudre ta problématique, je te recommande telle et telle expertise sur une période de 3, 6 mois, 1 an s'il le faut, là, mais souvent c'est 3, 6 mois. Donc, dans le fond, on a une équipe à l'interne qui va venir chez un de nos clients pour résoudre une problématique. Donc, dans le fond, c'est ça un mandat, c'est vraiment une expertise, une problématique, puis un objectif à résoudre. D'accord. Donc, on pourrait dire une mission ou un projet Une client, quoi. mission, C'est ouais, vraiment. exactement. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, vous n'embauchez pas hors contrat. Vous faites vraiment en fonction des Alors, projets clients qui arrivent aujourd'hui, et. ouais, ça dépend des moments. L'année dernière, vu qu'on était en expansion, on a beaucoup engagé hors contrat pour essayer de construire une équipe vraiment plus solide. Mais là, avec la période où on en est en ce moment, on fait attention à ce qu'on fait. Fait que oui, en ce moment, on attend quand on a un contrat, on va aller chercher quelqu'un extérieur, mais on va d'abord regarder à l'intérieur si on n'est pas capable de consolider ou de compléter le temps de la personne, quitte à bouger des pièces là, de l'échiquier pour pouvoir répondre aux besoins du client. Donc,
aujourd'hui, on n'embauche pas sans contrat, mais l'année dernière puis l'année d'avant, oui, on le faisait. Et donc, ça veut dire que c'est quel pourcentage de vos employés qui sont chez le client, enfin mission chez le client versus ceux qui, j'ai compris que vous aviez une partie développement, Ouais, studio de développement. studio de développement, ça Ben, représente. prenons-le comme un mandat aussi, le studio de développement. C'est-à-dire qu'on développe des applications pour des clients. Fait que dans le fond, c'est un mandat aussi. Donc, tout le monde, tous les experts DevOps travaillent pour des clients, puis sont en mandat chez des clients. Donc, tout le monde l'est. Fait que le but, dans le fond, c'est vraiment de maximiser la portée, enfin, l'apport qu'on peut faire à nos clients. Si jamais il y a des gens qui sont hors mandat, donc qui n'ont pas de projet chez des clients. Ça arrive. En ce moment, on a 3-4 personnes qui sont là-dessus. On va leur demander de se former, en fait, de se former ou de se certifier ou de travailler sur des expériences sur lesquelles ils aimeraient augmenter leurs expertises ou même trouver un autre chemin s'ils le désirent, tant que ça reste dans le périmètre des services de l'entreprise. Mais il y a beaucoup de formations puis de certifications. Puis le monde des TI évolue tellement vite qu'il faut rattraper un peu. On est toujours en train de rattraper puis de s'assurer qu'on est cohérent avec le marché. Donc, on demande à nos gens d'évaluer des technologies, de se former, etc. Puis ce qu'on fait, dans le fond, avec ces gens-là, c'est qu'on essaie on leur demande de faire on appelle ça des lunch and learn. C'est venir le midi puis d'expliquer dans le fond leur expérience sur la technologie ou d'expliquer un peu leur formation pour pouvoir partager leurs connaissances avec les autres, puis aider dans le fond tous les autres à s'ouvrir un peu. Par exemple, dernièrement, là, c'était l'intelligence artificielle. Vous devez en entendre parler tous les jours en France, comme ici. C'est complètement dingue ce qui se passe. Puis nous, on a une personne qui est complètement passionnée de l'intelligence artificielle. Puis on lui a dit, bah, là, il n'arrêtait pas de m'en parler. Je dis, ah Ben, faut qu'on en parle, faut qu'on investisse là-dedans. Je dis, bah oui, oui, je le sais, mais écologique, il y a des gens ça c'était en mai, avril, je pense, Marie-Laurence, le Lunch and Learn qu'on a fait, je pense. Puis donc, c'était assez récent. Puis lui, il écoutait plein de podcasts, plein de choses comme ça. Je dis, écoute, Sébastien, on va s'arrêter, on va faire un Lunch and Learn sur comment tu perçois l'intelligence artificielle avec tout le reste de Gologique. Comme ça va mettre tout le monde sur le même niveau. Et puis, on va en profiter pour poser les gens vont en profiter pour poser des questions. Ça a été 1 heure de discussion philosophique sur l'intelligence artificielle, ça s'en va où, etc. Lui, il a pu répondre à la manière dont il comprenait les choses. D'autres ont participé, etc. Fait que ça a permis à tout le monde de se mettre sur le même niveau. Puis des gens qui s'en fichaient un peu ont commencé à l'utiliser dans leur quotidien. Donc, je pense, Marie-Laurence, c'était un peu ton cas, là. Au début, on connaissait pas trop, puis après tu m'as dit, ah ben j'ai utilisé ChatGPT, puis franchement, c'est vraiment génial. Ouais, il nous a donné des bons conseils, mais dans les faits, c'est qu'on a réussi à utiliser sa passion, puis ce sur quoi il passait toutes ses soirées, dans une activité qui, au final, allait bénéficier l'entreprise. Puis d'un point de vue, disons, marque employeur, Benjamin a un peu parlé de LinkedIn, mais on a aussi profité du fait que cette personne-là est à l'aise de se mettre en avant, est super à l'aise aussi de faire des conférences, de parler en public. Donc, on a diffuser en direct son Lunch and Learn pour que des gens de l'externe puissent participer également. Puis il y avait à peu près une vingtaine de personnes de l'externe, au total à peu près 50 ou 55 participants, qui pour nous, la grosseur de notre entreprise est quand même un beau succès. Donc, cette personne-là qui se trouvait entre 2 mandats a pu mettre de son temps à canaliser son énergie à travers quelque chose qui, au final, a permis à tout le monde d'en apprendre plus, puis de l'utiliser surtout de façon sécuritaire. Donc, il nous a partagé les bonnes pratiques. Puis aujourd'hui, on est tous un peu mieux outillés par rapport à ChatGPT. Ça donne presque envie de visionner votre Lunch and Learn. Ah, je pourrais vous l'envoyer, il est sur disponible. YouTube. Mais moi, avec plaisir aussi. Oui, parce que la manière dont vous en parlez est très intéressante. J'ai quelques questions
notamment au niveau de la gestion des personnes. Vous parlez d'équipes pluridisciplinaires, mais par ailleurs, du fait qu'il n'y avait pas de manager, comment est-ce que vous conciliez les deux? C'est-à-dire qui s'occupe, qu'est-ce qui constitue une équipe? À partir de quel moment vous dites, bah, ça c'est une équipe? Et une fois qu'il y a une équipe, comment est-ce qu'elle se gère? Très bon. Alors, tu veux que j'y aille ou tu veux y aller? Ben, je peux commencer, puis tu pourras ajouter par la suite. Le mot équipe est peut-être pas entendu comme, encore une fois, comme ce que ce serait dans d'autres entreprises. J'aurais pu dire projet pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les équipes ou les cellules s'organisent autour des missions. Donc, comme Benjamin disait, nous, on bâtit des escouades après qui participent à des projets chez des clients à l'externe. Donc, l'expertise ou la pluridisciplinarité s'active autour du projet comme tel selon ce que le client a besoin puis ce qu'il vient chercher chez nous. Parce qu'à l'interne, il n'y a pas de « OK, Benjamin, il va gérer 10 personnes et ces 10 personnes-là travaillent ensemble ». C'est pas ça. Nous, c'est comme ça bouge constamment. Les fiches de poste bougent aussi. On n'a pas de description de poste fixe, si je peux dire. C'est-à-dire que la personne, selon quelle est sa mission chez le client, va être amenée à travailler sur un projet qui est différent. Parfois, la stack technologique est un peu différente. Il doit se former pour aller à sa mission, etc. Donc, on navigue beaucoup dans un peu d'ambiguïté, ce qui nous amène le défi de la communication, puis de réitérer les attentes, de faire beaucoup de suivi avec le client. Et ça, c'est du point de vue managérial. Mais les équipes comme telles s'organisent autour des projets. Benjamin, je te laisse bonifier Oui, la ben, réponse. dans le fond, une équipe, ça va être pour un projet, ça va être peut-être 3, 4 personnes bien souvent. Puis il va y avoir des gens qui ont plus d'expérience qu'un autre. Fait que peut-être que la personne qui a plus d'expérience va amener son grain de sel sur la manière de structurer l'équipe puis d'aller aider le client, ça c'est sûr, mais pas en termes de gestion humaine, c'est plus en termes de gestion d'expertise. Ah ben, on va pas faire cette erreur-là, on va les amener vers telle décision. Mais par contre, j'ai un cas concret, là, un petit jeune là, qui est sorti de l'université d'Orient l'année dernière. Puis on l'a amené chez dans un projet client pour faire une tâche bien spécifique. Puis on s'est rendu compte qu'il a fait un master en recherche opérationnelle. Et il nous a amené toute une expérience qui venait de ses études. Puis ça a permis de structurer le projet, puis d'amener le projet à un autre niveau. Et il a 24, 25 d'Orient. Et il était avec Sébastien puis Marc, qui ont plus dans la quarantaine. Et ils ont adoré son apport parce que c'est un apport qui venait de l'université, complètement différent de l'expérience professionnelle que Marc et Sébastien pouvaient avoir. Et ça a permis d'ajouter, de donner de livrer dans le fond un projet beaucoup plus clair puis beaucoup plus carré avec son apport. Donc, c'est vraiment plus une équipe en termes d'expertise, plus qu'une équipe en termes managériels, dans le fond. Et donc, si je comprends bien, ces équipes projets là, qui sont constituées par mandat, elles se structurent comme elles le souhaitent. Elles se répartissent les rôles pour le projet client comme elles l'entendent. Ouais, ça vraiment. C'est sûr que quand on arrive chez le client, il y a une structure managériale. Je veux dire, ça, il faut. Les gens, ils arrivent, ils ont sous un directeur principal, etc. Mais l'équipe en tant que telle, nous, on arrive, puis on dit, bah, vous allez avoir telle équipe avec tel rôle à l'intérieur, ils sont autonomes et ils vont s'auto-organiser chez vous dans l'objectif de résoudre la problématique pour lesquelles vous les avez engagés. Et donc là, vous parlez de rôle. Tout à l'heure, Marie-Laurence a parlé de fiches de poste. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos rôles ou dans vos fiches de poste? C'est une super bonne question. D'emblée, toute la portion, voici ce que sera ton mandat. Nous, on l'a un peu écarté parce qu'au final, comme on explique, ça change à chaque nouvelle mission. On se concentre vraiment sur les compétences techniques
clés. Donc, il y a clairement, nous, par rapport à notre expertise, puis par rapport à ce qui est recherché chez nos clients, des compétences techniques qui sont primordiales, si on veut, dans le domaine du DevOps. Donc, nous, on s'assure que ces technos-là sont maîtrisés à un certain niveau parce que les profils plus juniors dans le domaine de la consultation, c'est pas ce que la cote nécessairement. Fait que nous, on vient valider ça avec des tests techniques. Puis, ben, on mise beaucoup sur les compétences transversales, donc la capacité de communication, beaucoup de leadership. On cherche des gens qui sont capables de prendre des initiatives, qui aiment la nouveauté parce que le carré de sable, il n'est pas si clairement défini au final, comme vous comprendrez. Puis, ta mission, ben, ça se peut qu'après 3 mois, finalement, ce soit pas renouvelé, puis que là, du jour au lendemain, tu commences chez un nouveau client. Donc, il nous faut des gens qui sont à l'aise de naviguer là, dans la nouveauté, qui sont capables de créer des liens facilement. Dans le grand domaine de l'informatique, au final, il y a un certain stéréotype qui, chez nous, ça ne fonctionnerait pas nécessairement dû aux compétences transversales recherchées. Fait que nos fiches de poste, c'est vraiment, tu veux travailler en équipe, tu es à l'aise de communiquer, de prendre des initiatives, etc. Puis ça, ben, on le valide avec les entretiens. Il vient un moment où les associés aussi savent quel type de personnalité ils veulent dans l'équipe. Puis ben, le flair aussi du recrutement vient là, après quelques entrevues. Donc, on cherche plus des talents polyvalents que des gens très, très forts techniquement. C'est vraiment un beau mélange des deux qui fait qu'on arrive à trouver. Donc, nos fiches de poste, pour répondre plus concisément, c'est pas un mot, mais de façon plus concise à la question, c'est vraiment de miser sur les compétences transversales puis d'essayer d'attirer les gens qui aimeraient cet écosystème-là. D'accord. Et j'ai encore une question. Ah, pardon. Non, je rajouterais juste que notre expertise, là, le DevOps, ça ne s'apprend pas encore à l'école. Il n'y a pas de diplôme DevOps parce que c'est des gens qui connaissent un peu le monde du développement puis le monde de l'exploitation. C'est un peu comme si vous aviez dans le monde manufacturier des ingénieurs qui sont capables de livrer ou de construire des machines et de les livrer en même temps. Et donc, on a besoin de gens qui ont des expériences en développement, mais qui sont ouverts à aller plus loin, qui ne sont pas juste avec des œillères sur le développement pur. Ça ne nous intéresse pas, dans le fond. Ben, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais dans les entrevues, on leur pose la question, mais as-tu pris du recul sur ce que tu fais par rapport à l'ensemble de l'œuvre? Et en fait, c'est ces gens-là qui sont en qui on a plus d'attrait, dans le fond, quand on recrute. D'accord. Et donc, encore une question au sujet du système de rémunération. Vous parlez d'échelle simple et équitable. Alors, quelle est la recette magique? J'y vais, Marie-Laurence? Oui, je te laisse y aller. Bah, dans le fond, on a 4 échelles. On a 3 échelles. Et dans chacune donc on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a défini des critères à chacun des niveaux. Et mais il n'y a rien de magique dans le fond, là. C'est surtout lié à l'expérience de la personne, plus que son rôle dans l'entreprise. Il y a pas de. Alors, la partie administration est peut-être un peu différente, mais la partie expertise DevOps, on a 3 niveaux d'échelle salariale basés sur l'expérience, avec des zones, je ne sais plus comment on appelle ça là, c'est les zones qui permettent de se rapprocher de la prochaine échelle, ou dans la prochaine échelle, des zones qui sont en début d'échelle. C'est vraiment 2 parties au début puis à la fin, avant de pouvoir passer à la prochaine échelle. Et ce qu'on fait, c'est que au moment, en début d'année, on regarde tout le monde. Alors c'est sûr, à 50 personnes, c'est vraiment long. Ça nous prend 3 heures, 4 heures, je ne sais plus. C'est vraiment complexe. On met tout le monde à plat, puis on les classe par salaire, à droite à gauche, puis on évalue en fonction des 6 derniers mois qu'est-ce qui les a différenciés les uns des autres? Est-ce qu'il y a un manque d'équité? Parce que le problème aussi, c'est qu'on engage une nouvelle personne, puis on lui donne un nouveau salaire, puis pas forcément compatible avec les gens qui sont là depuis longtemps. Puis vous le savez, il y a des gens qui
ils sont très verbeux, puis qui se plaignent souvent de leur salaire. Puis il y en a qu'on n'entend jamais parler, puis on a tendance à pas à les oublier dans le fond. Puis vu qu'ils se plaignent pas, ben, on les augmente pas. Fait que ça, c'est très difficile à gérer. Et, euh, et dans le fond, mettre à plat tout le monde, puis à chaque année s'asseoir pour regarder l'équité, c'est vraiment important. Puis ben, quand on met à plat tout le monde, on met les 3 échelles, puis on regarde, est-ce que ça fit, est-ce que lui devrait passer en niveau 2, etc. Donc c'est encore assez artisanal, mais on aimerait ça le rendre encore plus solide. Mais c'est vraiment lié à l'équité. Puis l'équité, c'est pas forcément homme-femme, expérience, expertise, c'est plus lié au capital humain, à son objectif à atteindre des sphères. Par exemple, je vous parlais de Sébastien en intelligence artificielle. Clairement, lui, c'est un de nos talents. Fait qu'on va peut-être le mettre en avant, peut-être pas le mettre à une échelle, la dernière échelle, parce qu'au niveau expérience, il a 7-8 ans d'expérience, donc il ne vaut pas quelqu'un qui a 25 ans. Mais on va essayer de le pousser quand même le plus possible, puis de lui dire, bah, écoute, on serait prêt à t'augmenter, mais on s'attendrait à ce que des choses comme ça. Ou même les gens qui ont beaucoup d'expérience, on ne peut pas leur donner des augmentations de fou non plus, là. Donc, on leur explique, écoute, tu as beaucoup d'expérience, on peut te développer d'autres choses, te donner plus de vacances, etc. Mais au niveau salaire, il va falloir qu'on stagne à un moment donné parce que par rapport à l'ensemble, c'est impossible. Tu vas trop décorréler du reste. Fait que c'est jouer avec les chiffres puis s'assurer que l'employé comprend l'ensemble et pas juste lui en termes d'augmentation. C'est pas évident. Pas magique. Merci. Pour rebondir sur ce que tu disais sur plusieurs choses, mais dans cette espèce d'estimation de la valeur financière en fait du travail de la personne. Est-ce que de base vous avez une espèce de règle, comme on peut en entendre parler un peu sur les écarts de salaire maximaux, par exemple, de la personne la moins payée à celle la mieux payée quelque part, pour essayer de garder, comme tu disais, une espèce de cohésion ou de dire bon, faut pas que ce soit trop distendu en fin de compte entre eux, ou c'est pas forcément discuté de cette manière-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est les écarts dans une même échelle, c'est les écarts entre les gens et regarder l'expérience de la personne. C'est sûr que quelqu'un qui a 5 ans puis quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, ils vont être un peu, ils vont être différents, mais potentiellement, ça se pourrait qu'ils se rapprochent quand même, parce au niveau talent, ça se peut que la personne qui a 5 ans d'expérience ait beaucoup plus de potentiel que celle qui a 10 ans. Ça, c'est vraiment variable. Puis les succès chez nos clients, ça joue beaucoup. Est-ce que la personne s'est différenciée des autres chez le client? Souvent, le client nous appelle puis il nous dit Benjamin, je ne sais pas comment tu fais, tu as des gens que je ne suis pas capable de recruter, ils sont vraiment bons. Puis ça fait plaisir à entendre. Puis tu te dis OK, va falloir qu'on fasse quelque chose en termes d'augmentation. Puis on fait des évaluations à mi-année parce qu'en fait, avant, on le faisait une fois par année. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le monde de l'informatique, les salaires sont complètement fous. En fait, c'est complètement démesuré par rapport aux autres domaines, hein, je vous le dirais. Puis les recruteurs en 2022, c'était n'importe quoi. Ils se faisaient engager aux États-Unis pour des salaires à 300 000 $ par année. Je veux dire, c'est complètement fou. Fait qu'il faut faire des évaluations à mi-année pour réviser. Ouf, OK, cette personne-là, ça vaudrait la peine de le re-rencontrer plus tôt que l'année prochaine. Ou s'ils se plaignent, tu sais, ah ben moi, l'année dernière, vous m'avez donné une augmentation, mais je trouve que c'est pas forcément équitable, etc. OK, ça marche. On va s'en reparler, tu sais. Puis j'ajouterais aussi, pour chaque niveau, on a le minimum de ce niveau-là, on a le point milieu, puis on a le maximum. Donc, un peu comme tu disais, Lucille, au final, l'écart sera pas, il est quand même restreint par l'échelle qui est déjà mise en place. Puis pour être sûr de toujours être compétitif, puis être dans le marché, ben on fait quand même du benchmark, on participe à des enquêtes de rémunération avec d'autres firmes externes. Donc, avec les résultats qu'on reçoit, on est capable de savoir un peu à chaque année où est-ce qu'on se situe par rapport aux entreprises de même grosseur que nous, par exemple, dans le même secteur d'activité. Donc, ça nous aide à nous comparer.
puis à réviser les échelles en tenant compte voilà, de l'équité, comme Benjamin a dit, l'équité interne. Et j'avais une question pour compléter. Donc, ces évaluations, qui c'est qui les réalise? Chaque année, on est tous les 5, plus Marie-Laurence, et on pose sur papier tout le monde là. D'accord. Alors, quand j'entends tout ce que vous faites en tant qu'associé, pour moi, j'associe ça à du management. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne considérez peut-être pas comme des managers? Je ne Ah sais si si pas. si si. Si. En fait non mais c'est une bonne question puis c'est une interrogation qu'on a eue. Au début, on se disait on est un collectif. C'est bien beau, une coopérative, c'est un genre de truc comme ça. Puis finalement, arrivé à un certain nombre d'employés, ça marche plus. T'es obligé de mettre quand même une structure puis de dire bah oui, on est 5 patrons. Ça c'est clair. Mais le groupe en dessous n'a pas de notion de gestion, puis on n'en veut pas pour pouvoir garder le lien avec nous. Mais oui, on est 5 managers, puis cette année où on a fait des coupures cet été, là, on a dû mettre des personnes dehors. Ben, ça a créé une coupure, une cassure entre notre relation avec les gens puis nous. Ça a vraiment montré que ben, on est une entreprise, puis il faut prendre des décisions pour la viabilité de l'entreprise. Et oui, on est 5 personnes qui gérons l'entreprise, puis le reste, c'est des employés de l'entreprise. Et donc oui, 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 dans tous les cas, on est quand même 5 patrons. D'accord. Et donc, j'entends l'enjeu, c'est ce que tu disais, il faut qu'on parle d'une même voix. Comment vous arrivez à garder votre cohésion ensemble? Parce que justement, il n'y a personne au-dessus de vous 5 pour arbitrer si vous n'êtes pas d'accord. Donc ça, qu'est-ce qui vous aide à faire ça? Aujourd'hui, on se connaît bien. Ça va faire quasiment 10 ans là, qu'on travaille tous ensemble. Il y a eu, comme dans tout couple, puis encore plus complexe à 5, des hauts et des bas, des tergiversations sur des sujets, des mauvaises compréhensions, des problèmes de communication entre nous. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on s'est un peu entendu sur nos profils à nous. Il y en a qui sont plus, on va prendre soin des employés. Il y en a qui sont plus vente. Il faut faire grandir l'entreprise. Moi, je suis plus, il faut investir dans telle ou telle opportunité pour que l'entreprise puisse évoluer. Donc, on a des facettes différentes, puis c'est nos facettes qui font que chacun amène son épice pour arriver à une décision commune quand même. Mais à chaque semaine, on se rencontre. On a des CA à chaque semaine. On a une rencontre avec toute l'équipe d'administration pendant 2 heures tous les mardis, avec lesquels on parle des employés, de la satisfaction des employés, la satisfaction des clients, le marché financier, la gestion des projets. On vient consolider un peu comme un comité de gestion dans le fond là, à chaque mardi. Puis tous les vendredis, pendant 2 heures, on est tous les 5 ensemble. Puis on se dit, bon, qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin d'amour? Est-ce qu'il y a un projet auquel il faut faire attention? Est-ce qu'il y a une opportunité potentielle? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est du day-to-day, là, puis on se parle quasiment tous les jours, tous les soirs dans le fond, ensemble. D'accord. Merci. Il y a encore un peu de temps pour des questions ou pas? Oui. Oui, 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 oui. Ok. On peut se laisser, comme on n'est pas très nombreux, on peut se laisser encore jusqu'à moins de 10 en réalité. D'accord. Eh bien, c'est un peu pour continuer dans ce dont on discutait et un peu ce pool de managers en fin de compte, même si c'est pas un management une tête, mais à 5 ou 6 têtes. Donc ouais, vous faites des évaluations, vous êtes beaucoup entre vous. Moi, je me demande du coup comment vient la parole de vos salariés jusqu'à vous, leur appréciation de leur travail, ce qu'ils aimeraient voir changer, leur motivation, leur démotivation aussi à travers leur travail. Et ça, comment ça se passe dans la vie en fait de Gologique? C'est quoi les canaux un peu de communication? Mhm. Et Tu- c'est une autre bonne question. Tu voulais y aller? Non, non, vas-y, vas-y, puis je compléterai.
Parfait. Ben, d'abord, le fait d'être 42 employés maintenant, ça fait en sorte qu'il y a déjà il y a des messages qui remontent à nous de façon assez implicite, que ce soit au bureau, quelqu'un vient nous voir, nous exprime vraiment haut et fort ses désirs, ses motivations. On a cette aptitude-là à créer de la confiance chez les gens. Donc déjà, je pense que pour ceux qui sont à l'aise de le faire, on a accès à une mine très riche d'informations directement à nous. On a mis en place des fameux sondages, donc les employés qui peuvent en fait nous répondre de façon anonyme sur différents facteurs au travail, que ce soit la relation avec le supérieur immédiat, que ce soit la communication dans l'entreprise. On a quelque chose d'assez vaste pour venir chercher le pouls des employés. Et puis, en ce moment, on est en magasinage d'un logiciel RH parce qu'en ce moment, on fonctionne beaucoup avec la vieille méthode des tableaux Excel. Puis, la majorité, en fait, maintenant, des solutions RH comprennent ce module-là là, de sondage puis de satisfaction, motivation, engagement des employés. Donc, éventuellement, on aura peut-être quelque chose de plus complet, mais en ce moment, le principal canal, je dirais que c'est la communication directement avec les associés ou ressources humaines ou encore les sondages qui leur sont envoyés. D'accord, ça prend pas la forme d'un entretien. Tout à l'heure, on parlait d'entretien pas annuel, mais peut-être tous les 6 mois ou vous rencontrez directement la personne. Dans les suivis, ouais, ben dans les évaluations de rendement, c'est sûr que c'est une bonne occasion de discuter avec l'employé, mais la discussion est un peu plus orientée au niveau de ses objectifs à lui, de sa performance dans l'année précédente. On vient aussi à parler des objectifs qui se fixent pour l'année suivante, mais c'est peut-être moins orienté comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu changerais quelque chose dans l'organisation, quelles seraient tes idées pour améliorer la communication, etc. Euh, et on se rend compte aussi que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de nous en parler dans les suivis. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a développé une solution anonyme qui peuvent répondre à la maison, la tête tranquille. Ça fait en sorte qu'on a des réponses beaucoup plus complètes. Il y en a qui se vident le cœur puis qu'on est comme, OK, comment qu'on gère ça maintenant? Mais au moins, on est sûr que tout le monde a l'occasion de laisser parler sa voix. Sondage avec des questions à réponse ouverte, ce qu'on appelle ouverte, pas oui, non, en cochant des cases, mais avec beaucoup de... C'est un mélange des deux. En fait, l'échelle de Likert en 5 points, majoritairement totalement en désaccord, en désaccord, neutre, d'accord, etc., comme vous le savez. Puis quand il y a des questions ouvertes, ça va être du type quelles seraient des idées pour améliorer, disons, la culture d'entreprise? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour X, Y, Z? J'aime bien varier les deux. Par contre, quand c'est que des questions ouvertes, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui veulent pas prendre le temps, ben là, ils répondent vite, 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 puis ils passent à la prochaine. Donc, j'aime bien faire un petit mix des deux. Et donc ça, c'est quelque chose que tu publies fréquemment, enfin régulièrement? Ce Pas sondage, encore. ces sondages, pas encore, d'accord. Oui, pas encore. C'est quelque chose que moi, je me fixais une fois par mois. Mais là, comme je disais, on est dans la période où là, il faut tout implanter les outils en même temps. Donc, je dois prioriser certains projets. Mais celui-là en fait partie. En fait, le sondage est déjà bâti. Reste à voir quand est-ce qu'on le lance. Puis, la fréquence idéale, honnêtement, ça dépend vraiment des entreprises. Le but après, c'est d'aller chercher une quantité de données suffisante pour pouvoir après ça prendre des actions. Donc, si on le fait une fois par 6 mois, c'est pas assez. Puis au final, selon ton humeur du moment, peut-être que la semaine d'après, ton sondage aurait été légèrement ou voire complètement différent. Avec l'idée, le minimum de mon point de vue à moi par rapport à ce qu'on vit chez GoLogic, ce serait une fois par mois. À la limite, un sondage plus court, une fois ou 2 semaines, serait encore mieux pour tout ce qui est satisfaction, motivation, mais le minimum que je vise, ce sera une fois par mois à compter de, disons, dans les jours à venir, là. Mon sondage, il est déjà prêt. Et j'avais une dernière question, alors pour le coup,
On a bien parlé de la partie opérationnelle, autonomie sur les mandats, développement des personnes, rémunération. La partie stratégie, est-ce que vous associez finalement les employés ou vous faites ça à 5, peut-être avec les fonctions support? Comment ça se passe? Une bonne question. Euh, Bah déjà, nous, on a une idée de où on veut s'en aller, fait qu'au niveau stratégique, on le sait. Après, on va beaucoup aller voir Marie-Laurence, le marketing, les ventes pour comprendre le marché puis s'assurer que ce qu'on veut correspond avec le marché. Mais ensuite, nos employés nous disent beaucoup les tendances parce qu'ils sont chez les clients, ils voient les technologies, ils nous ont dépassés en termes d'expertise. Là, c'est fou. Là. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans des domaines puis qui vont me dire, Benjamin, la surveillance puis l'observabilité, c'est la clé, il faut aller vers ça maintenant, etc. Fait que les gens nous amènent les tendances du marché, beaucoup de lectures, beaucoup d'informations. Puis dans le fond, c'est de collecter tout ça, puis de leur poser des questions. Oui, mais comment tu vois? Est-ce qu'on serait capable d'offrir un service qui ferait ça? Comment est-ce qu'on pourrait le matérialiser, ce service-là, pour en faire une stratégie de commercialisation? Fait que oui, on les implique pas forcément sur les résultats clés de l'entreprise, mais on va les impliquer sur, puis certains, pas tous, là, parce que tout le monde n'est pas capable forcément de voir ce qui s'en vient, mais il y en a qui sont capables de saisir un peu des opportunités chez des clients, puis de voir que le marché tend vers ça. Fait que oui, on va prendre en considération ce qui nous amène pour pouvoir nous réorienter. Par exemple, en fin d'année, l'année dernière, c'était la sécurité. Toutes les entreprises investissaient dans la sécurité. Fait qu'on s'est dit en début d'année, ben, let's go, on s'en va en mode sécurité, on va ajouter de la sécurité dans les processus, etc. Puis bah, c'était une bonne idée, c'est vraiment vers ça que ça tend. Il y a une loi au Québec qui sort pour la- l'anonymisation des informations pertinentes, etc., les informations clés. Fait que oui, il fallait investir vers ça, fait que ça a été une bonne idée. Donc on les, on les encourage à nous amener. Puis là, ce qu'on a fait dernièrement avec deux, trois personnes, on leur a fixé des OKR, les objectifs clés résultats. On leur a dit, écoute, pour la partie bilan de santé ou formation, je vais te fixer des objectifs avec des résultats clés. Puis tu vas m'aider à t'investir dans cette unité d'affaires-là pour pouvoir m'aider à faire développer ce département-là. Donc, c'est plus une notion de euh, tu vas m'aider à faire grandir l'unité d'affaires plus qu'une notion managériale dans le fond. Donc, D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois que j'ai encore plein de questions qui me brûlent les lèvres, mais on va respecter les règles du jeu, le cadre de nos échanges, et resterai avec mes frustrations, qui sont normales. En tout cas, un grand merci de ce partage. Pour finir, ce que je vous propose, eh bien, pour Lucie, les Josiane, et puis moi, je ferai l'exercice aussi, hein, c'est de prendre une minute pour réfléchir à ce que vous retenez de ce témoignage, ce que vous pourriez en faire demain et dans votre activité, dans votre entreprise. Et puis aussi, un pourquoi vous avez envie de dire merci à Benjamin et à Marie-Laurence. On va leur laisser une minute pour rassembler, répondre à ces trois questions. Peut-être les remettre dans la discussion si vous avez un doute. Est-ce que je-
Alors, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à partager? Je ne sais pas si on a perdu Josiane. Non, non, non. Ah, oh, c'est à cause de la caméra, donc c'est pour ça que j'ai toujours un petit doute. Lucille, si tu veux y aller. Bien, Josiane, vu que moi j'ai pris la main tout à l'heure, ça m'aiderait. Ok. Donc, qu'est-ce que je retiens de l'échange? Bien, je dirais en toute simplicité, des choses qui ne me sont pas étrangères et des principes, je dirais, auxquels je crois et donc qui visiblement marchent dans différents contextes. Voilà. Comment je pourrais utiliser certains points d'échange, je dirais, dans mes fonctions aujourd'hui, je ne sais pas, d'une manière certainement indirecte. J'ai pas de. Alors en ce moment, je manage un alternant, mais bon, ça va. Mais oui, en fait, je suis vraiment en phase avec les principes qui sont visiblement utilisés, enfin, mis en avant chez Gologique. Donc, voilà. Après, au quotidien, on essaye d'être, enfin, moi personnellement, j'essaye d'être vrai et à l'écoute de l'autre. Et donc, quand on dit à l'écoute de l'autre, eh ben, c'est ça, on s'adapte à ses envies, à son quotidien, et puis voilà. Et puis, en quoi je pourrais dire merci à Benjamin et Marie-Laurence? Eh bien, merci à l'ouverture, à la transparence de cet échange. C'est toujours agréable quand, je dirais, des personnes viennent témoigner avec avant tout un souhait de partager quelque chose qui leur semble intéressant et puis sans plus d'ambition. Voilà. Merci. Si, Josiane, alors Lucille. Alors, ce que je retiens, c'est bon, quelque chose que j'avais déjà en tête, mais c'est qu'effectivement, il y a plusieurs manières de fonctionner, d'organiser en fait le travail suivant le domaine d'activité. On parlait aussi comment dire, de la grandeur aussi au niveau équipe, de la taille de l'entreprise. Et moi, ce que je retiens, que j'ai bien aimé, que j'avais vu dans d'autres un peu dans d'autres endroits, on va dire, c'est le fait de réfléchir en équipe autonome. C'est-à-dire quand vous nous parliez de vos collaborateurs qui se mettaient autour d'une mission, l'équipe en gros se constitue autour des missions un peu et on leur laisse leur autonomie. Je ne sais pas jusqu'où parce qu'on n'a pas forcément pu aller non plus dans tous les détails, mais voilà, ça, j'avoue que moi, je suis plutôt convaincue de ça et donc je retiens ça de ce que vous nous avez présenté. Ce avec quoi je repars, c'est moi, en fait, je viens du milieu associatif. Donc, on va dire que tout ce qui est start-up, entreprise, j'ai envie d'y mettre un pied justement pour capter un peu comment ça fonctionne, les logiques, les manières aussi de percevoir en fait ce que c'est qu'une gouvernance au travail et l'expérience de travail. Et il y a des choses qui se retrouvent et il y a aussi des choses où je me dis, tiens, là, moi, je peux peut-être le prendre et en faire quelque chose d'autre. Enfin, je vais voir. En tout cas, ça va alimenter un travail que je fais actuellement de toute manière sur de la prospection, de la découverte et un peu parler de l'expérience de travail. Qu'est-ce qu'on propose comme expérience de travail aujourd'hui? Donc, je retiens votre expérience de travail à Gologique. Super. Et donc, merci pour nous l'avoir partagé et puis pour moi aussi de m'avoir donné votre expérience, encore une fois, dans ce milieu-là, entrepreneurial, on va dire, start-up et outre-mer.